BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Et cher Benahouda, on démarre notre tour du monde hebdomadaire par la Russie. Estimation initiale et performance de l'économie russe. Alors, le mois dernier, le Fonds monétaire international a doublé son pronostic de croissance économique pour la Russie en 2024. Il s'attend à présent à 2,6% de progression du PIB. L'économiste en chef du FMI lui-même a admis que l'activité russe se porte bien mieux que ce qui était prévu par son organisation. Oui. Nous avons ici une autre forme d'autocritique relative, rédigée par une économiste principale de la Banque centrale de Finlande, que l'institution elle-même a publiée. Certes, Laura Solanko commence par réfuter que la résistance de l'économie russe soit supérieure à ce qu'elle l'a pensé, mais elle livre quand même des éléments qui n'étaient pas dans son postulat. Tous les prévisionnistes, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie, écrit-elle, s'attendaient à une contraction importante. Ah oui. Aucun modèle économétrique sophistiqué n'a été en mesure de garantir cette anticipation, dit-elle, du fait d'une configuration qui serait en réalité, sans précédent historique contemporain. Pour cette économiste finlandaise, et là je vais à grands traits, en gros, il y a 3 facteurs qui ont stimulé l'activité économique de ce grand voisin. Rappelez que la Finlande a une immense frontière avec la Russie, les uns renforçant les autres. Le premier, ce sont des cours de pétrole qui ont été plus élevés que prévu, bien plus élevés. Des régimes de sanctions plus étroits que ce que beaucoup laissent penser. Et puis, l'agressivité budgétaire, je cite, du gouvernement russe, particulièrement efficace. Et Laura Solanko rajoute un autre facteur difficilement quantifiable, celui de la chance. Celui de la chance notamment dans la collecte des impôts à l'exportation et des revenus et des sociétés. Son argument détaillé en la matière va en tout cas d'être analysé point par point, le facteur chance. Et elle ne dévie pas de sa conviction que des dommages structurels sont portés à l'économie russe, mais cet économiste reconnaît que sa profession, dans son ensemble, celle des prévisionnistes, a été prise de court par la rapidité avec laquelle les politiques économiques russes sont passées, je cite, sur le pied de guerre, sur le pied de l'efficacité. Direction le Canada, Benahouda, maintenant, un pays qui ne connaît pas la crise démographique. Oui, alors nous avons récemment eu l'occasion, dans la matinale de BFM Business, d'analyser une note d'économiste de marché de la Banque nationale du Canada sur le lien supposé entre politique d'immigration du Parti libéral vers ce pays et la crise du logement aigu que subit ce pays. Alors, leur thèse, les économistes de la Banque nationale du Canada, c'est que le Canada a basculé dans un piège démographique que seules des économies émergentes normalement connaissent. Ils préconisent donc de plafonner les arrivées, de plafonner l'immigration, ce qui va totalement à l'encontre de la politique nationale. Leurs homologues de Desjardins pensent tout à fait l'inverse. Desjardins, c'est un réseau coopératif canadien de caisses d'épargne qui figure parmi les plus importants établissements financiers du pays. Et Randall Bartlett, ici, Randall Bartlett, c'est l'économiste principal pour le Canada de Desjardins, ne voit pas de divergence se produire entre les prévisions relatives à l'accroissement de la population en âge de travailler du fait de cette immigration et celles sur lesquelles la Banque centrale s'appuie normalement pour établir sa politique monétaire. La croissance de la population active, selon lui, ou susceptible de l'être, collerait tout à fait, en fait, à la croissance économique tendancielle, à la croissance économique potentielle du produit intérieur brut canadien. Et en plus, d'après l'auteur, une fermeture de la porte, je cite, aux nouveaux arrivants avec un permis de travail temporaire pour 2-3 ans aggraverait la contraction du produit intérieur brut cette année en 2024 et émousserait la reprise qui s'en suivrait. L'expert de Desjardins met en exergue des analyses par province qui parviennent exactement à la même conclusion. On a une série de graphiques en perspective tout à fait probants. Pour lui, il faut donc maintenir le rythme d'entrée de ceux qui, dans la classification administrative canadienne, sont nommés les résidents non permanents. Il en irait y compris de l'amélioration des résultats économiques de long terme, y compris du marché du logement canadien. Ce débat donc entre économistes de marché, qui est vraiment sur la place publique au Canada, n'est pas près de se clore. Passionnant, Benahouda. Et puis on termine notre tour du monde hebdomadaire par la Corée du Sud, un pays toujours bien classé dans tous les classements sur l'éducation et qui pourtant restructure son enseignement supérieur. Oui, et c'est tout à fait indispensable. Un des nombreux effets d'une dépression démographique, on peut le constater dans les comptes et les perspectives des universités de Corée du Sud. Aucun autre pays au monde, rappelons-le, ne fait aussi peu d'enfants.
Donc il court tout droit vers le désastre, selon ce chercheur du KDI, qui est un institut économique de Séoul. Young Sung-ko explique que l'enseignement supérieur de son pays doit dès à présent en tirer toutes les conséquences. Il considère que la stratégie du ministère de l'Éducation visant à contraindre les établissements les moins performants à réduire les inscriptions ne peut pas fonctionner. Ce sont l'autonomie, la créativité de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur qui seraient en fait érodés. La solution fondamentale, d'après lui, devrait être de laisser les étudiants, plutôt que les administrations centrales, mener ce processus impératif de restructuration. Comment? Alors d'abord en fournissant à la jeunesse sud-coréenne des informations de transparence bien plus étoffées, bien plus circonstanciées. Par exemple, il met l'accent sur l'évolution exacte du salaire moyen après l'obtention de tel ou tel diplôme, dans telle ou telle fonction et sur telle ou telle durée. L'auteur écrit que cela facilitera le vote avec les pieds des étudiants et obligera donc les universités sud-coréennes à concentrer leurs efforts sur l'amélioration de leurs compétences de base et sur leur spécialisation. Cesser de vouloir tout faire. La contribution financière annuelle de l'État sud-coréen par inscrit dans le public s'élève à une vingtaine de millions de won, c'est environ 14 000 €, et cela quoi qu'il advienne. Le chercheur déplore que le corps professoral, que le personnel soit toujours assuré d'un emploi à vie, ce qui n'incite pas, selon lui, les universités à s'engager dans des restructurations potentiellement inconfortables, je cite, pour ne pas dire autre chose. Et dans l'allocation des ressources, il s'agirait donc pour Young Sung-ko de repenser plutôt l'offre que la demande, plutôt restructurer les enseignants que les étudiants. Merci beaucoup, Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.